L'Amiral James Hartwell avait accès aux meilleurs médecins du Texas, mais aucun d'entre eux ne pouvait expliquer pourquoi sa fille Lucy, âgée de 26 ans, était en train de mourir sous leurs yeux. Les résultats des tests étaient normaux, mais elle dépérissait. Puis une nouvelle infirmière de nuit, Rosa, remarqua quelque chose qui avait échappé aux spécialistes. Une odeur âcre, un clic suspect et un visage familier qui apparaissait juste avant que les signes vitaux de Lucy ne s'effondrent. Lorsque Rosa a installé une caméra cachée, les images ont révélé une trahison si intime, si calculée, que même l'amiral, un homme formé pour repérer les ennemis, ne l'avait pas vu venir. La personne qui empoisonnait Lucy vivait dans leur maison depuis des années. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. Les mains de Rosa Delgado tremblaient alors qu'elle se tenait dans la cage d'escalier sombre de Clearwater Memorial Hospital, le faisceau de sa lampe torche fendant les ombres comme un couteau. Dehors, l'orage qui avait mis hors service la moitié du système de caméras de l'hôpital faisait rage. Chaque éclair illuminait le couloir étroit de brefs flashs électriques. Elle pouvait entendre des pas au-dessus d'elle, rapides, déterminés, et son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle pensait que la personne qui se trouvait là pourrait l'entendre résonner sur les murs en béton. Elle se pressa contre la rampe métallique froide, essayant de stabiliser sa respiration, essayant de réfléchir. C'était fou. Elle était une infirmière de 28 ans qui travaillait dans cet hôpital depuis exactement 6 mois. Elle avait des prêts étudiants qu'elle pouvait à peine rembourser et un rêve de formation avancée en soins intensifs qui semblait s'éloigner chaque jour davantage à mesure qu'elle se présentait pour son service de nuit. Elle n'était pas détective, elle n'était pas une héroïne. Et pourtant, elle était là, suivant un son, une odeur, un schéma que tous ses instincts lui criaient être mauvais. Les pas s'arrêtèrent. Rosa se figea, le souffle coupé. L'avaient-ils entendu? Savaient-ils qu'elle était là? Elle attendit, comptant les secondes dans sa tête, écoutant au-delà du tonnerre, au-delà de la pluie, au-delà des battements de son propre pouls. Puis elle l'entendit, un léger grattement, du métal contre du béton, quelque chose qui bougeait. Elle s'accroupit et avança à pas de loup, ses baskets silencieuses sur les marches, sa lampe torche tenue à côté d'elle, sans la diriger, sans révéler sa position. 3 marches, 5, 7, puis elle le vit. Derrière le chariot d'entretien qui était resté dans cette cage d'escalier pendant des semaines, couvert de poussière, oublié de tous. Derrière lui, niché dans l'ombre où personne ne songerait à regarder, se trouvait un sac de sport noir, partiellement ouvert. Les mains de Rose se stabilisèrent lorsqu'elle tendit la main pour l'attraper. C'était ça. C'était ce que son instinct lui avait dit de trouver. Elle tira le sac vers elle, la fermeture éclair siffla lorsqu'elle l'ouvrit plus largement, et elle éclaira l'intérieur avec sa lampe. Des sachets nutritionnels, des dizaines. Mais ce n'étaient pas les compléments alimentaires standards distribués par l'hôpital qu'elle voyait à chaque garde. Ceux-ci avaient été ouverts, refermés, altérés. De petites fioles étaient nichées entre eux, contenant un liquide transparent, des seringues sans marque ni étiquette, des cuillères d'osseuses et un petit carnet. Les pages étaient remplies de dates, d'heures, de dosages, tous écrits d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement, car elle l'avait vu sur les registres des visiteurs, sur les cartes de rétablissement, sur l'emploi du temps quotidien affiché dans la chambre d'hôpital de Lucy Hartwell. Son estomac se noua. Ce qu'elle avait trouvé dans cette cage d'escalier, cachée derrière un chariot d'entretien, alors qu'une tempête balayait de la nuit texane, allait briser le cœur d'un père et révéler une vérité qui était restée cachée à la vue de tous pendant 6 mois. Une vérité si intime, si impensable, que même l'amiral James Hartwell, un homme entraîné à repérer les ennemis à travers les océans, ne l'avait jamais vu venir. Rosa sortit son téléphone avec des doigts tremblants et appuya sur « Enregistrer », car 6 mètres au-dessus d'elle, les pas revenaient. Si vous pensez que les infirmières méritent plus de respect pour avoir repéré ce que d'autres ont manqué, laissez un commentaire disant « Merci Rosa ». Montrons notre gratitude envers les vrais héros. Mais pour comprendre comment Rosa Delgado s'est retrouvée dans cette cage d'escalier, serrant dans ses mains une preuve qui détruirait la confiance d'une famille, nous devons remonter 6 mois en arrière, lorsque ce cauchemar a commencé dans la banlieue ensoleillée de Clearwater,
au Texas. L'amiral James Hartwell était le genre d'homme qui imposait le respect dès qu'il entrait dans une pièce. Décoré, discipliné, cet officier de carrière de la marine avait passé 30 ans au service de son pays avec une précision sans faille. Sa maison reflétait le même ordre. Des parquets en bois massif ciré, des photos de famille parfaitement alignées sur la cheminée et une vitrine remplie de médailles et de distinctions qui retraçaient une vie de devoir et d'honneur. Mais si vous regardiez attentivement l'amiral pendant ses soirées de début de printemps, au-delà de sa posture rigide et de ses chemises soigneusement repassées, vous voyez quelque chose qu'aucun entraînement militaire ne pouvait cacher. La terreur. Une terreur pure et impuissante dans ses yeux chaque fois qu'il regardait sa fille. Lucy Hartwell avait toujours été pleine de vie. Les photos sur les murs le prouvaient. Lucy à la remise des diplômes de l'université, les bras grands ouverts, riant. Lucy en randonnée dans le Colorado, les cheveux au vent et souriante. Lucy à sa fête d'anniversaire pour ses 25 ans, entourée d'amis, le visage rayonnant de vie. Mais la femme assise à la table familiale ce printemps-là n'était plus que l'ombre de ses images, pâle, épuisée, la main tremblant légèrement lorsqu'elle levait sa fourchette, ne parvenant à avaler que quelques bouchées avant de repousser son assiette avec un sourire d'excuse. L'assistant familial tournait autour d'elle, le visage marqué par l'inquiétude, toujours prêt à lui apporter ses médicaments, ses compléments alimentaires, ses repas soigneusement préparés. Il était au service de la famille Hartwell depuis 8 ans, une présence constante, quelqu'un en qui l'amiral avait une confiance aveugle. Lorsque Lucy ne pouvait pas finir son dîner, il lui suggérait gentiment de prendre un shake nutritionnel à la place. Lorsqu'elle semblait trop fatiguée pour monter les escaliers, il était là pour l'aider. Toujours serviable, toujours attentionné, toujours présent. L'amiral passa son premier appel à un spécialiste la semaine suivante, puis un autre, et encore un autre. Il tira toutes les ficelles dont il disposait, fit appel à ses relations militaires de plusieurs décennies, fit venir les meilleurs gastro-entérologues, immunologistes et diagnosticiens que le Texas avait à offrir. Ils effectuèrent des tests, des analyses sanguines, des scanners, des biopsies. Chaque médecin était plus renommé que le précédent. Chacun examinait le cas de Lucy avec un air soucieux et des diplômes prestigieux, et chacun arrivait à la même conclusion exaspérante. Tous les résultats étaient normaux. La médecine moderne ne détectait aucun problème chez Lucy Hartwell. Mais l'état de Lucy continuait de s'aggraver. Elle pesait 44 kilos en avril, 41 kilos en mai. Début juin, elle était tombée à 39 kilos. Ses vêtements pendaient sur son corps comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. L'amiral a cessé de se rendre à son bureau. Il a cessé de répondre aux appels de la base. Il s'est installé dans la chambre d'hôpital de Lucy, au Clearwater Memorial, dormant assis dans la chaise en vinyle à côté de son lit, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, terrifié à l'idée que chaque respiration puisse être la dernière. Les médecins continuaient à dire la même chose. Ses signes vitaux étaient stables. Ses organes fonctionnaient. Il n'y avait pas d'infection, pas de maladie, pas d'explication. Mais un père sait. Et l'amiral James Hartwell savait que sa fille était en train de mourir sous ses yeux. Et personne ne pouvait lui dire pourquoi. L'amiral ne le savait pas encore, mais la réponse à la mystérieuse maladie de sa fille se trouvait chez lui depuis le début, cachée derrière un sourire auquel il faisait entièrement confiance. Rosa Delgado n'était pas censée être celle qui résoudrait ce mystère. Elle avait 28 ans, elle était la première de sa famille à avoir terminé ses études universitaires et elle travaillait de nuit au Clearwater Memorial, car c'étaient les seules heures qui lui permettaient de rembourser ses prêts étudiants. Elle avait grandi dans un quartier ouvrier où devenir infirmière signifiait avoir réussi, où sa mère se vantait encore auprès des voisins que sa fille sauvait des vies. Mais Rosa voulait plus. Elle rêvait de suivre une formation avancée en soins intensifs, de travailler dans des unités de soins intensifs où l'on traitait les cas les plus complexes, où ses compétences pourraient faire la plus grande différence. Le programme coûtait 40 000 $. Elle avait 300 $ sur son compte d'épargne, alors elle travaillait de nuit. Elle prenait les gardes que personne d'autre ne voulait et elle était attentive. Rosa était le genre d'infirmière qui gardait un petit carnet à spirale dans la poche de sa blouse, dont les pages étaient remplies d'observations qui ne trouvaient pas leur place dans les dossiers médicaux électroniques. Elle remarquait des schémas.
Elle remettait en question les hypothèses, et elle avait une règle qu'elle avait apprise dès le début de ses études d'infirmière. Quand un patient a l'air malade, mais que les chiffres indiquent qu'il va bien, faites confiance à vos yeux, pas à l'imprimer. Sa première nuit dans la chambre de Lucy Hartwell a eu lieu à la mi-juin, 3 mois après le début du déclin inexpliqué de Lucy. Rosa a frappé doucement avant d'entrer. Elle s'est présentée à l'amiral qui était assis dans son fauteuil habituel à côté du lit, les yeux rougis par le manque de sommeil. Il a à peine levé les yeux, a juste hoché légèrement la tête, a murmuré un signe de reconnaissance, rien de plus. Rosa comprit. Il avait déjà rencontré des dizaines d'infirmières, des dizaines de médecins. Tous avaient promis de l'aider, mais aucun n'avait tenu parole. Elle ne le prit pas personnellement. Elle reporta plutôt son attention sur Lucy. La jeune femme dormait, sa respiration était faible mais régulière. Son visage si pâle qu'il se confondait presque avec l'oreiller blanc de l'hôpital. Rosa vérifia ses 4 lignes, son moniteur vital, la poche de cathéter, tout comme le veut le protocole. Mais Rosa avait cessé de se fier au manuel 3 ans après avoir commencé sa carrière d'infirmière, lorsqu'elle avait détecté une erreur de médication que tous les systèmes informatiques avaient manqué. Elle se fiait plutôt à ses sens. Elle se pencha vers la table de chevet de Lucy, où se trouvait la bouteille en plastique à moitié vide contenant la solution hydratante du soir. Rosa dévissa le bouchon et la porta à son nez. Elle était là, faible, presque imperceptible, mais présente, une odeur amère qui n'avait pas sa place dans un complément alimentaire standard. Elle reboucha la bouteille et prit note dans son carnet à spirale. 23h15, boisson hydratante, odeur inhabituelle. À 23h47, Rosa l'entendit. Un léger clic provenant du capteur de la porte de Lucy. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à la porte. Les heures de visite avaient pris fin à 21h. Le couloir aurait dû être vide, à l'exception du personnel, mais le capteur avait détecté quelqu'un entrant ou sortant. Elle prit une autre note. Au cours de la semaine suivante, Rosa observa. Pas seulement les dossiers de Lucy, pas seulement ses chiffres en baisse, mais aussi les personnes qui l'entouraient. Elle remarqua que les signes vitaux de Lucy restaient stables toute la soirée. Mais ensuite, 15 à 20 minutes après la visite nocturne de l'assistant familial, son rythme cardiaque augmentait brusquement. Sa tension artérielle grimpait, sa respiration devenait difficile. Ces épisodes duraient environ 1 heure, puis s'atténuaient. Chaque nuit, avec une régularité d'horloge, Rosa fit quelque chose qu'aucun autre professionnel de santé n'avait fait. Elle cessa de regarder le dossier médical de Lucy et se mit à observer les personnes qui l'entouraient. Elle ne le savait pas encore, mais ces petites observations, ces notes griffonnées dans son cahier à spirale sur les odeurs âcres, les capteurs de porte et les signes vitaux, l'amèneraient dans cette cage d'escalier sombre, la nuit de la tempête, où elle trouverait la preuve qui bouleverserait tout. Rosa savait qu'elle ne pouvait pas y arriver seule. Lors de sa 3e nuit avec Lucy, elle s'est adressée à la seule personne du Clearwater Memorial qui, selon elle, pourrait l'écouter sans la rejeter comme une infirmière de nuit paranoïaque en quête de drame. Caleb Moore était le responsable de la sécurité de l'hôpital depuis 15 ans. Il avait la cinquantaine bien avancée, une barbe grise de 3 jours et des yeux fatigués qui avaient vu toutes les variations possibles du comportement humain entre ces murs. Bagarré entre membres du personnel, détournement de médicaments, trafic familial et contrebande. Il avait tout géré avec une efficacité discrète qui lui valait le respect sans qu'il ait besoin de le réclamer. Lorsque Rosa le trouva à son bureau en train de visionner les images des caméras de surveillance, elle s'attendait à ce qu'il soit sceptique. Au lieu de cela, Caleb se pencha en arrière sur sa chaise et l'écouta. Elle lui montra son carnet, les schémas, les heures, les pics vitaux. Il ne l'interrompit pas. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. Puis, il a lancé la vidéo de surveillance de l'étage de Lucy. Ils l'ont regardé ensemble. Nuit après nuit, le même schéma se reproduisait à l'écran. L'assistante familiale arrivait à 23h30, entrait dans la chambre de Lucy, restait entre 12 et 15 minutes, puis repartait à 23h47. Chaque nuit, Caleb rembobinait les images, les repassait, la mâchoire crispée. Il avait perdu sa propre sœur 20 ans auparavant à cause d'une négligence médicale, un diagnostic erroné qui aurait pu être détecté si quelqu'un avait pris la peine d'y regarder de plus près.
Pour Caleb, la sécurité des patients n'était pas seulement une question de protocole. C'était une affaire personnelle. Il donna à Rosa accès à 2 semaines d'images archivées. Elle les emporta chez elle, les regarda image par image sur son ordinateur portable, documentant chaque visite, chaque chronologie, chaque anomalie, mais les images seules ne prouvaient rien. Elle avait besoin de preuves matérielles. Le lendemain soir, Rosa se rendit à la pharmacie de l'hôpital avec la solution d'hydratation de Lucy. Elle leur demanda de faire une analyse en gardant un ton décontracté et professionnel. Le pharmacien effectua les tests standards et lui remit les résultats. Le lendemain matin, tout était normal, mais l'instinct de Rosa lui disait le contraire. Elle y retourna. Elle demanda un dépistage toxicologique plus approfondi, du type de ceux généralement réservés au cas de suspicion de surdose. Le pharmacien haussa les sourcils, mais accepta. 3 jours plus tard, Rosa reçut l'appel qui changea tout. Le dépistage détaillé avait révélé la présence de traces d'un composé qui n'aurait pas dû s'y trouver. C'était sophistiqué, presque élégant dans sa cruauté. Quelqu'un avait ajouté de petites doses soigneusement mesurées d'une substance qui imitait les symptômes d'une malnutrition sévère, une fonte musculaire, de la fatigue, un déséquilibre électrolytique, un arrêt digestif. Mais la substance se métabolisait rapidement, généralement en 6 à 8 heures, ce qui expliquait pourquoi elle n'apparaissait jamais dans les analyses sanguines de routine de Lucy. Les médecins l'avaient testée au mauvais moment, toujours après que le poison ait déjà quitté son organisme. Celui qui faisait cela comprenait la pharmacocinétique, comprenait les taux de métabolisme et les fenêtres de détection. Cela nécessitait des connaissances médicales, de vraies connaissances médicales. Rosa était assise dans sa voiture sur le parking de l'hôpital, fixant le rapport toxicologique, les mains tremblantes d'un mélange de rage et de peur. Lucy Hartwell n'était pas en train de mourir d'une maladie mystérieuse. Elle était empoisonnée lentement, méthodiquement, par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Rosa savait désormais que Lucy était empoisonnée. Mais par qui et pourquoi? La réponse allait franchir la porte de Lucy à 23h47 précise, comme sur des roulettes. Si vous pensez que Rosa devrait confronter cette personne immédiatement, commentez « confrontation ». Si vous pensez qu'elle devrait d'abord rassembler plus de preuves, commentez « attendre ». Que feriez-vous? Rosa et Caleb étaient assis dans son bureau de sécurité exigu. Le rapport toxicologique était étalé entre eux comme une accusation. Ils avaient la preuve d'un empoisonnement, mais ils avaient besoin d'un nom. Caleb consulta le registre des visiteurs et le croisa avec les horodatage des images de vidéosurveillance. Un nom apparaissait avec une régularité mécanique nuit après nuit, toujours à la même heure. Marcus Brennan, l'assistant de la famille Hartwell. Rosa l'avait vu des dizaines de fois pendant ses gardes. La quarantaine, calme, efficace. Il se déplaçait dans la chambre d'hôpital de Lucy avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà fait cela 1000 fois auparavant. Il ajustait ses oreillers, remplissait sa carafe d'eau, discutait doucement avec l'amiral des affaires domestiques et des rendez-vous à venir. Il était toujours serviable, toujours attentionné, toujours présent. L'amiral lui faisait entièrement confiance. En fait, d'après ce que Rosa avait observé, l'amiral semblait compter sur Marcus pour presque tout ce qui ne concernait pas les affaires militaires. Caleb a recherché le nom de Marcus dans le système de vérification des antécédents de l'hôpital, la même base de données qu'ils utilisaient pour tous les visiteurs réguliers des étages réservés. Ancien médecin de la marine, libéré avec les honneurs après 12 ans de service. Formation médicale comprenant la pharmacologie, la médecine de terrain et les soins d'urgence. Il savait parfaitement comment empoisonner quelqu'un sans se faire détecter. Rosa demanda à Caleb d'approfondir ses recherches, et ce qu'il découvrait en brossait un tableau à la fois tragique et terrifiant. Marcus avait commencé à travailler pour l'amiral Hartwell il y a 8 ans, peu après sa démobilisation de la marine. À l'époque, il luttait contre une addiction, sa vie était en ruine et son avenir incertain. L'amiral l'avait accueilli, l'avait aidé à se désintoxiquer, lui avait donné un but et une structure, ainsi qu'un endroit où il se sentait chez lui. Marcus faisait partie de la famille depuis lors. Il était là lorsque Lucy a obtenu son diplôme universitaire. Il était là lorsqu'elle a ramené son premier petit ami à la maison, présent à chaque fête, chaque anniversaire, chaque étape importante. Il n'était pas seulement un employé. Il était devenu partie intégrante de leur vie. Il gérait l'agenda de l'amiral, s'occupait des finances du ménage,
coordonnait les rendez-vous médicaux de Lucy, veillait à ce que les uniformes de l'amiral soient repassés et ses repas préparés, et sa vie se déroulait avec une précision militaire. Marcus s'était rendu indispensable. Non, plus que cela, il s'était rendu nécessaire. Caleb trouva autre chose dans les anciens registres des visiteurs datant de 6 mois plus tôt. Marcus était présent à la maison le jour où Lucy avait annoncé à son père qu'elle allait faire ses études supérieures à Stanford, à l'autre bout du pays. Elle avait été acceptée dans un programme prestigieux, entièrement financé, une opportunité pour laquelle elle avait travaillé pendant des années. L'amiral était ravi pour elle, fier, parlant déjà de visiter la Californie, voire de s'y installer après sa retraite. Rosa se souvenait d'une conversation qu'elle avait entendue 2 semaines auparavant. Lucy, dans un de ses moments de lucidité, parlait doucement à son père de ses projets, de ses rêves, de son avenir. Et Marcus, debout dans un coin de la pièce, le visage soigneusement neutre, les mains serrant le plateau repas un peu trop fort. Tout s'est mis en place avec une horriblement claire. Si Lucy partait, l'amiral la suivrait. Il réduirait la taille de la maison, la vendrait peut-être même entièrement. Il n'aurait plus besoin de quelqu'un pour gérer un foyer qui n'existerait plus. Marcus perdrait son emploi, sa maison, sa raison d'être. La famille qu'il avait sauvée allait partir, et il serait laissé seul, inutile. Tout ce sur quoi il avait construit son identité pendant 8 ans allait disparaître. Marcus ne voulait pas faire de mal à Lucy. Il avait juste besoin qu'elle reste suffisamment malade pour que l'amiral ne parte jamais. Il avait besoin de se sentir utile, et il était prêt à la tuer lentement pour y parvenir. Comprendre le mobile ne suffisait pas. Rosa et Caleb avaient besoin de preuves qui allaient au-delà de leurs soupçons, au-delà des schémas dans les carnets et des théories psychologiques. Ils devaient prendre Marcus en flagrant délit. Le plan qu'ils élaborèrent était simple mais risqué. Caleb allait réquisitionner une petite caméra discrète dans le stock de matériel de sécurité, du type de celle utilisée pour surveiller les zones sensibles. Rosa allait placer une nouvelle bouteille de nutrition dans la chambre de Lucy, exactement à l'endroit où Marcus la trouvait toujours, sur la petite table à côté de son lit. Ensuite, ils attendraient. La caméra fut installée pendant le service de Rose l'après-midi, cachée derrière un bouquet de fleurs qui trônait sur le rebord de la fenêtre depuis des semaines, son objectif pas plus gros qu'un bouton de chemise pointé directement vers la table de chevet de Lucy et la 4e ligne. Les mains de Rose tremblaient tandis qu'elle ajustait l'angle. Si Marcus la remarquait, s'il soupçonnait quoi que ce soit, il disparaîtrait. Pire encore, il pourrait accélérer ce qu'il faisait à Lucy. Mais s'il ne faisait rien, Lucy continuerait à dépérir sous le regard impuissant de son père, sans jamais savoir que la vérité se trouvait juste à côté de lui. La nuit du piège, Rosa ne pouvait rien avaler. Elle arriva 2 heures avant son service et vérifia et revérifia l'image de la caméra sur l'écran de Caleb dans le bureau de sécurité. L'objectif fonctionnait. L'angle était parfait. Tout était en place, mais l'esprit de Rose était envahi par le doute. Et si Marcus ne venait pas ce soir? Et s'il avait senti leur suspicion et changé ses habitudes? Et si la caméra tombait en panne? Et sous toutes ces craintes se cachait quelque chose de plus grave, quelque chose qui lui nouait l'estomac. Si Marcus mordait à l'hameçon, s'ils le filmaient, ils allaient détruire le monde de l'amiral Hartwell. Ils étaient sur le point de prouver que l'homme qu'il avait sauvé, l'homme en qui il avait confiance depuis 8 ans, avait lentement assassiné sa fille. À 21h30, le premier grondement de tonnerre résonna à travers Clearwater. À 22h, la pluie martelait les fenêtres de l'hôpital et les éclairs déchiraient le ciel de fissures blanches irrégulières. À 22h43, les lumières clignotèrent. La radio de Caleb crépitait, relayant les informations du service de maintenance. La tempête avait mis hors service une partie du système de caméras de secours de l'aile et de l'hôpital. Pas à l'étage de Lucy, Dieu merci, mais suffisamment près pour donner des frissons à Rose. La tempête semblait être un présage. Assise au poste des infirmières, elle faisait semblant de consulter les dossiers, mais ses yeux se posaient sur l'horloge toutes les 30 secondes. 23h30, Marcus allait arriver d'une minute à l'autre. 11h35, 11h40, son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. La voix de Caleb résonna dans son téléphone, basse et posée. La caméra est en marche, je surveille la chambre. À 23h47 précise, Marcus Brennan franchit la porte de la chambre de Lucy. Rosa l'observait sur l'écran de Caleb, le souffle coupé.
Il se déplaçait avec la même efficacité silencieuse que d'habitude, vérifiant que Lucy dormait bien, ajustant sa couverture avec ce qui semblait être une véritable tendresse. La caméra tournait. Marcus était dans la chambre. Et ce qu'il allait faire ensuite serait filmé dans les moindres détails, de manière indéniable et insoutenable. Si vous ne supportez pas les gens qui abusent ainsi de la confiance des autres, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Chaque abonnement est un vote contre la trahison. Rosa regardait l'écran dans le bureau de Caleb, le corps rigide, tandis que Marcus se déplaçait dans la chambre de Lucy avec une aisance acquise par l'habitude. Il s'approcha du lit et se pencha près du visage endormi de Lucy. Ses lèvres bougèrent. Il lui disait quelque chose, des mots trop doux pour être captés par la caméra, mais son expression était douce, presque paternelle. Il écarta une mèche de cheveux de son front. Pour quiconque regardait, cela ressemblait à de la compassion, à de l'attention. Puis Marcus se redressa et se tourna vers la table de chevet. Sa main glissa dans la poche de sa veste et en ressortit avec un petit flacon en verre pas plus grand que son pouce. Le liquide à l'intérieur était clair, inoffensif, identique à 1000 autres composés médicaux qui circulent chaque jour dans les couloirs des hôpitaux. Il dévissa le bouchon de la bouteille de déhydratation de Lucy d'une main sûre. Sans hésitation, sans tremblement de culpabilité. Il inclina le flacon et laissa tomber exactement 4 gouttes dans le mélange nutritionnel. Des gouttes mesurées avec précision. Il reboucha les 2 récipients, agita doucement la bouteille pour mélanger le contenu, puis la remit exactement à sa place. Mais il n'avait pas fini. Marcus se dirigea vers le lit de Lucy, les yeux rivés sur la pompe qui régulait le débit des fluides dans son sang. Il appuya sur 2 boutons, ajustant le débit de la perfusion. Le changement était subtil, à peine perceptible à moins de savoir ce qu'il fallait chercher. Mais Rosa le remarqua immédiatement. Il avait augmenté le débit juste assez pour administrer plus rapidement le mélange hydratant empoisonné, s'assurant ainsi qu'il atteindrait le système de Lucy avant que son composé ne soit métabolisé. C'était calculé, clinique, le travail de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Marcus vérifia une dernière fois les signes vitaux de Lucy sur le moniteur, observant les chiffres avec la concentration d'un professionnel de la santé, évaluant son patient. Satisfait, il se retourna et se dirigea vers la porte. Alors qu'il la refermait derrière lui, Rosa l'entendit grâce au son du moniteur. Ce clic caractéristique du capteur de la porte. 23h47. Comme sur des roulettes, le bureau de sécurité fut plongé dans un silence étouffant. Rosa et Caleb restèrent figés, les yeux rivés sur l'écran où Marcus venait de commettre une tentative de meurtre en haute définition. Les mains de Rosa tremblaient désormais de manière incontrôlable. Sa respiration était courte et superficielle. Elle s'en était doutée, elle avait émis des hypothèses, mais voir la scène se dérouler sous ses yeux, voir l'empoisonnement délibéré d'une femme mourante par quelqu'un qui était censé la protéger, lui donna la nausée. Caleb prit son téléphone, le visage plus dur que Rosa ne l'avait jamais vu. Il appela la police, d'une voix calme et professionnelle, et rapporta ce dont ils avaient été témoins, demandant que des agents soient immédiatement envoyés au Clearwater Memorial. Rosa se leva brusquement. Elle ne pouvait plus respirer dans ce petit bureau. Elle ne pouvait plus penser. Elle marmonna quelque chose à Caleb, disant qu'elle avait besoin d'air, et tituba dans le couloir. L'escalier. Elle avait besoin de l'escalier, où c'était calme et frais, et où elle pouvait assimiler ce qu'elle venait de voir sans les lumières fluorescentes, les bips des moniteurs et le poids suffocant de la connaissance. Elle poussa la lourde porte et s'appuya contre le mur en béton. Sa tête tournait, son estomac se nouait. C'est alors qu'elle les entendit. Des pas descendant de l'étage supérieur. Des pas rapides et déterminés qu'elle avait entendus 1000 fois sur les images de vidéosurveillance. Marcus revenait. Il avait oublié quelque chose. Rosa était seule dans la cage d'escalier. Marcus était à 6 mètres d'elle et il ne se doutait pas qu'il venait d'être filmé. Le cœur de Rosa battait à tout rompre contre ses côtes, tandis qu'elle se pressait contre les ombres de la cage d'escalier, son esprit passant en revue toutes les options impossibles. Elle pouvait remonter en courant jusqu'au poste des infirmières, mais Marcus la verrait. Elle pouvait appeler à l'aide, mais qui l'entendrait malgré le vent? C'est alors que son regard se posa sur quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué dans sa panique. Le chariot d'entretien. Le même chariot couvert de poussière qui se trouvait dans cette cage d'escalier depuis des semaines.
Oubliée par le service d'entretien, ignorée par tous ceux qui passaient devant. Elle sortit son téléphone, alluma la lampe torche et s'accroupit. Derrière le chariot, exactement là où elle l'avait trouvé dans les moments frénétiques qui ont ouvert cette histoire, se trouvait un sac de voyage noir. Ses mains bougeaient instinctivement pour l'ouvrir. La caméra de son téléphone enregistrait tout tandis qu'elle répertoriait son contenu. Des paquets de compléments alimentaires, des dizaines, dont les seaux avaient été soigneusement brisés puis refermés. De petites fioles en verre remplies d'un liquide transparent, sans étiquette, anonyme, des seringues encore dans leur emballage stérile, des cuillères doseuses et ce carnet, dont les pages étaient remplies de l'écriture de Marcus, avec des dates, des heures, des dosages, un registre méticuleux de toutes les fois où il avait empoisonné Lucy Hartwell au cours des 6 derniers mois. Les pas s'arrêtèrent. Rosa leva les yeux du sac, la lumière de son téléphone continuant d'enregistrer, et il était là. Marcus Brennan se tenait sur le palier au-dessus d'elle, figé en plein mouvement. Les yeux rivés sur Rosa, puis sur le sac de voyage ouvert, puis de nouveau sur Rosa. Pendant un long moment, aucun des deux ne bougea. Le seul bruit était celui de la pluie qui frappait les fenêtres et la respiration saccadée de Rosa. Elle s'attendait à ce qu'il s'enfuit, à ce qu'il se jette sur le sac, qu'il s'empare de son téléphone, qu'il fasse quelque chose de violent et de désespéré. Au lieu de cela, le visage de Marcus s'effondra simplement. Ce n'était pas l'expression de quelqu'un pris en flagrant délit. C'était l'expression de quelqu'un dont le monde entier venait de s'écrouler. Ses épaules s'affaissèrent, ses yeux se remplirent de larmes. Il s'effondra sur la marche, le dos contre le mur, et se couvrit le visage de ses mains. Quand il finit par parler, sa voix n'était qu'un murmure, brisée et creuse. « Je ne pouvais pas le perdre », dit Marcus, et ses mots sortirent comme une confession qu'il retenait depuis des mois. « L'amiral est tout ce que j'ai. » Rosa resta accroupie près du sac, son téléphone toujours en train d'enregistrer, la voix coincée dans la gorge. Elle voulait lui crier dessus, lui demander comment il pouvait justifier de tuer lentement une femme innocente. Mais avant qu'elle ne trouve les mots, elle entendit de nouveaux bruits résonner depuis le rez-de-chaussée. Des bottes lourdes, des voix parasites à la radio donnant des instructions. Caleb avait appelé la police. 2 agents apparurent dans la cage d'escalier en quelques minutes, suivis par Caleb lui-même, le visage sombre. Marcus ne résista pas. Il se leva quand on le lui demanda, tendit les mains pour les menottes sans protester, les yeux encore humides de larmes. Alors qu'il le conduisait en bas des escaliers, il regarda Rosa une dernière fois. Pas avec colère, ni avec haine, mais avec quelque chose de pire. Du regret. Le genre de regret qui survient lorsque vous réalisez que vous avez tout détruit, y compris vous-même, et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. C'était juste avant l'aube lorsqu'ils réveillèrent l'amiral James Hartwell. Rosa se tenait devant la chambre de Lucy, regardant par la fenêtre Caleb et un administrateur de l'hôpital lui annonçait la nouvelle. Elle vit le visage de l'amiral passer par une succession d'émotions si rapides qu'elle se confondait. Confusion, incrédulité, déni, puis enfin une compréhension terrible et accablante. Son ami le plus fidèle, l'homme qui l'avait sauvé de la toxicomanie, l'homme qui l'avait accueilli dans sa maison et dans sa vie, empoisonnait sa fille depuis 6 mois. L'amiral ne pleura pas. Les hommes comme lui ne pleurent pas. Mais Rosa vit quelque chose mourir dans son regard. Une sorte de confiance qui, une fois brisée, ne peut plus jamais être réparée. Le corps humain a une capacité remarquable à guérir lorsque l'on cesse de l'empoisonner. Dans les 48 heures qui ont suivi l'arrestation de Marcus, les signes vitaux de Lucy Hartwell ont commencé à se stabiliser comme ils ne l'avaient pas fait depuis 6 mois. Les pics inexpliqués ont cessé. Les mystérieuses crises et les variations de tension artérielle ont disparu. Son rythme cardiaque s'est stabilisé à un rythme régulier et sain que les infirmières avaient presque oublié être possible pour elle. Mais les vrais changements ont pris plus de temps, se manifestant par de petits progrès précieux que Rosa a consignés dans son carnet avec la même attention méticuleuse qu'elle avait accordée aux signes du déclin de Lucy. La première semaine, Lucy a retrouvé l'appétit. Pas de façon spectaculaire, ni d'un seul coup, mais par petits moments qui semblaient miraculeux à tous ceux qui l'avaient vue refuser repas après repas pendant des mois. Un matin, elle a demandé du pain grillé, puis de la soupe. Puis, quelques jours plus tard,
Elle a mangé tout son petit déjeuner et en a redemandé. Les nutritionnistes ont ajusté son régime alimentaire avec soin, ne voulant pas surcharger son système digestif en convalescence. Mais le corps de Lucy semblait avide de se réparer, impatient de récupérer ce qui lui avait été volé, goutte à goutte, par le poison. Son teint est ensuite revenu. La couleur grisâtre qui la faisait ressembler à une photographie défraîchie a commencé à s'éclaircir. Le rose est revenu sur ses joues. Ses lèvres ont perdu cette teinte bleutée qui terrifiait son père chaque fois qu'il la regardait. Les infirmières ont commencé à en parler lors des changements d'équipe. De petites observations qui avaient un poids énorme. Elle a meilleure mine aujourd'hui. Tu as vu son sourire? Ses yeux sont plus brillants. À la fin de la 3e semaine, Lucy avait pris 5,5 kg. 5,5 kg qui représentaient d'innombrables petites victoires. 5,5 kg qui signifiait que son corps absorbait les nutriments au lieu d'être saboté par eux. 12 livres qui la transformaient d'une femme qui semblait disparaître en quelqu'un qui semblait avoir un avenir. Les médecins qui avaient passé des mois à s'interroger sur son mystérieux déclin étaient désormais perplexes face à son rapide rétablissement. Ils essayaient toutefois de le cacher derrière une terminologie professionnelle sur la résilience du corps et l'imprévisibilité de cette maladie inconnue qu'ils n'avaient pas réussi à diagnostiquer. Seule une poignée de personnes connaissaient la vérité. La police avait demandé la discrétion pendant son enquête. Marcus avait été arrêté discrètement, emmené de l'hôpital avant l'aube, accusé de tentative de meurtre et détenu sans caution. L'amiral avait accepté de garder les détails confidentiels jusqu'au procès, non pas par désir de protéger Marcus, mais pour éviter que Lucy ne devienne un spectacle médiatique, que son expérience de mort imminente ne fasse les gros titres et ne donne lieu à des spéculations. Pendant toute cette période, l'amiral James Hartwell n'avait pratiquement pas quitté le chevet de sa fille. Mais il était différent désormais. La rigidité militaire qu'il avait caractérisée pendant 3 décennies s'était adoucie pour laisser place à quelque chose de plus humain, de plus vulnérable. Il ne s'asseyait plus droit comme un piquet sur la chaise de l'hôpital, examinant les rapports et aboyant des ordres dans son téléphone. Au contraire, il se tenait légèrement voûté, la main souvent posée sur la barrière du lit de Lucy, les yeux suivant chacun de ses mouvements avec un mélange de soulagement et de terreur persistante qu'elle puisse à nouveau s'en aller. Il a commencé à parler aux infirmières, non seulement pour échanger des informations pratiques sur les horaires des médicaments et les résultats des tests, mais aussi pour avoir de véritables conversations. Il a appris leurs noms, leur a posé des questions sur leur famille, les a remerciés pour des choses qu'il considérait auparavant comme acquises. Lorsque l'équipe de nuit arrivait, il saluait respectueusement chaque infirmière, reconnaissant leur présence d'une manière que Rosa interprétait comme une excuse pour les mois pendant lesquels il les avait à peine considérées comme des personnes. Et il demandait spécifiquement Rosa. À chaque fois qu'elle travaillait, l'amiral la cherchait pour lui demander de le tenir personnellement informé des progrès de Lucy. Non pas parce qu'il ne faisait pas confiance aux autres infirmières, mais parce que Rosa avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Elle avait fait confiance à son instinct, alors que 50 médecins s'étaient fiés à leurs tests. Elle s'était suffisamment souciée de la situation pour regarder au-delà des graphiques, au-delà des paramètres normaux, au-delà des assurances que tout allait bien, alors que clairement, rien n'allait bien. Au début, les conversations étaient brèves, presque formelles. Rosa rendait compte des signes vitaux de Lucy, de son alimentation, de ses habitudes de sommeil. L'amiral acquiesçait, posait 1 ou 2 questions pour clarifier certains points, puis la remerciait. Mais peu à peu, les échanges ont pris une autre dimension. Il a commencé à interroger Rosa sur sa vie personnelle, où elle avait fait ses études, pourquoi elle était devenue infirmière, quels étaient ses objectifs. Lorsque Rosa mentionna, presque gênée, qu'elle rêvait de suivre une formation avancée en soins intensifs, mais qu'elle n'avait pas les moyens de se payer le programme, l'amiral se contenta d'acquiescer, le visage impassible, sans rien ajouter. Mais Rosa remarqua qu'il prenait des notes dans le petit carnet en cuir qu'il avait commencé à emporter avec lui. Le rétablissement cognitif de Lucy reflétait son rétablissement physique. Le brouillard qui avait envahi son esprit pendant les pires moments de l'empoisonnement commença à se dissiper. Elle se remit à lire, tenant les livres sans que ses mains tremblent, parcourant des chapitres entiers sans s'endormir au milieu d'une page. Elle posa des questions sur ce qui lui était arrivé,
Et l'amiral, après avoir consulté son équipe médicale, décida qu'elle méritait de connaître la vérité. Il lui raconta tout sur Marcus, sur l'empoisonnement, sur Rosa. C'était un mardi matin, 3 semaines et demie après l'arrestation de Marcus, lorsque Lucy demanda à voir Rosa. La demande fut transmise par l'infirmière responsable qui trouva Rosa dans la salle de pause en train de consulter des dossiers. Lucy Hartwell vous demande spécifiquement, dit l'infirmière responsable, et quelque chose dans son ton suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une simple demande de routine d'une patiente. Rosa se rendit dans la chambre de Lucy, le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Elle avait rendu visite à Lucy des dizaines de fois depuis cette nuit dans la cage d'escalier, mais toujours en tant qu'infirmière, toujours à titre professionnel. Cette fois-ci, c'était différent. Lucy était assise dans son lit lorsque Rosa entra, appuyée contre des oreillers, vêtue de son pyjama plutôt que d'une chemise d'hôpital. Ses cheveux avaient été lavés et brossés. Elle ressemblait à nouveau à une personne plutôt qu'à une patiente. « Rosa », dit Lucy d'une voix plus forte que Rosa ne l'avait jamais entendue. « Tu peux t'asseoir avec moi un instant ?» Rosa approcha une chaise du lit et Lucy tendit la main pour prendre la sienne. Sa prise était encore faible, mais elle était là, présente, vivante, les yeux de Lucy clairs et concentrés comme ils ne l'avaient pas été depuis des mois, scrutèrent le visage de Rosa. « Ils m'ont dit ce qui s'était passé, » dit Lucy doucement. « Ils m'ont dit ce que Marcus avait fait et ils m'ont dit que c'était toi qui l'avais découvert. 50 médecins m'ont examiné, ont fait tous les tests imaginables et n'ont rien trouvé d'anormal. Mais toi, tu as trouvé. Tu as trouvé ce qu'ils avaient tous manqué. » Rosa commença à éluder la question en disant qu'elle n'avait fait que son travail, mais Lucy lui serra doucement la main pour l'arrêter. « Non, dit Lucy, ce n'était pas seulement ton travail. Tu t'es soucié suffisamment de moi pour chercher. Tu as prêté attention alors qu'il aurait été plus facile de croire ce que tout le monde disait. Vous avez mis votre carrière en danger en insistant sur le fait que quelque chose n'allait pas, alors que tous les experts disaient que tout était normal. Vous m'avez sauvé la vie, Rosa. Non pas parce que vous êtes la plus intelligente ou la plus expérimentée, mais parce que vous refusez de détourner le regard. » Rosa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait passé les 3 dernières semaines à se concentrer sur le rétablissement de Lucy, à s'assurer que l'arrestation de Marcus aboutisse, à tout documenter pour l'enquête policière. Elle ne s'était pas permis de ressentir tout le poids de ce qui s'était passé, à quel point ils avaient failli perdre Lucy pour de bon. Maintenant, assise dans cette chambre d'hôpital, la main de Lucy dans la sienne, l'émotion la submergea comme une vague. « Je suis juste contente que tu ailles mieux », parvint à dire Rosa, la voix étranglée. Lucy sourit, et c'était le premier vrai sourire que Rosa lui voyait adresser. « Mon père veut te parler, » dit Lucy. « Il prépare quelque chose. Il ne veut pas me dire quoi, mais il n'arrête pas de me poser des questions sur toi, sur ce que tu aimes, ce qui compte pour toi. Je pense que tu devrais te préparer à voir l'amiral James Hartwell en mode gratitude totale. Ça va probablement être bouleversant. » Rosa rit malgré elle, s'essuyant les yeux. « Il a déjà été incroyablement gentil. Il t'avait à peine remarqué la première nuit où tu as travaillé avec moi, » dit Lucy doucement. « Je me souviens que j'étais à moitié endormi, mais je me souviens qu'il était assis là, immobile, comme s'il avait renoncé à tout le monde. Et maintenant, il me pose des questions sur toi tous les jours. Ce n'est pas de la gentillesse, Rosa. C'est le respect d'un homme qui ne le donne pas facilement. » Elles restèrent assises ensemble quelques minutes de plus. Lucy parla à Rosa des livres qu'elle lisait, de la kinésithérapie qu'elle allait commencer la semaine suivante, du programme d'études supérieures qui avait accepté de reporter son admission d'1 an pendant sa convalescence. Elle parlait de l'avenir d'une manière qui aurait été impossible il y a 1 mois, lorsque l'avenir se mesurait en jours, voire en heures. Lorsque Rosa se leva enfin pour aller voir ses autres patients, Lucy l'arrêta une dernière fois. « Rosa, dit-elle, merci de m'avoir vu alors que j'étais invisible, d'avoir cru que quelque chose n'allait pas alors que tout le monde disait que j'allais bien. Merci d'être le genre d'infirmière qui se soucie vraiment des gens. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous. » Rosa sortit dans ce couloir et dut s'appuyer contre le mur un instant, submergée par l'émotion. Elle se souvenait très clairement de sa première nuit avec Lucy. L'amiral qui refusait de la regarder dans les yeux, qui avait perdu confiance en tous ceux qui franchissaient cette porte. Elle se souvenait s'être sentie invisible, comme une infirmière parmi tant d'autres, dans une rotation sans fin de professionnels de santé
qui avaient tous échoué à aider sa fille mourante. Maintenant, il lui demandait de réserver cette date. Il avait quelque chose d'important à lui donner. Lucy l'avait prévenu, lui avait dit de se préparer. Mais Rosa n'avait aucune idée de ce que l'amiral James Hartwell pouvait bien vouloir lui donner, à part ses remerciements, qu'il avait déjà exprimés plus souvent que nécessaire. Elle était une infirmière de nuit, avec des dettes d'études, des blues d'occasion et un rêve qui semblait perpétuellement hors de portée. Ce que Rosa ignorait encore, ce qu'elle n'aurait pas pu imaginer en retournant au poste des infirmières pour consigner l'amélioration continue de Lucy, c'était que l'amiral avait passé les 3 dernières semaines à passer des coupes de fil, à faire appel à ses dernières faveurs, à contacter ses collègues et ses relations acquises au cours de 30 ans de service militaire. Il avait pris une décision la nuit où Rosa avait sauvé la vie de sa fille, et il allait maintenant s'assurer que cette décision changerait la vie de Rosa comme elle avait changé celle de Lucy. Il allait offrir à Rosa la réalisation de son rêve, et il n'accepterait pas qu'elle refuse. Le message était arrivé sur le téléphone de Rose 3 jours après sa conversation avec Lucy. Un SMS provenant d'un numéro inconnu qui s'identifiait comme étant celui de l'amiral Hartwell. Simple, direct, d'une précision militaire, même dans un SMS. « Mademoiselle Delgado, pourriez-vous me retrouver demain à 14 heures sur le toit de l'hôpital? J'ai quelque chose à discuter avec vous. James Hartwell. » Rose lut le message 4 fois, l'estomac noué par une nervosité qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Elle répondit par un simple « Oui, monsieur », puis passa les 24 heures suivantes à essayer de ne pas s'obséder sur ce que l'amiral pouvait bien vouloir discuter, qui nécessitait une certaine intimité, qui nécessitait le toit plutôt que la chambre d'hôpital de Lucy, le couloir ou l'un des dizaines d'endroits où elle s'était déjà entretenue. Le toit du Clearwater Memorial n'était techniquement pas ouvert aux visiteurs. C'était une zone d'accès réservée à la maintenance, où se trouvaient les unités de climatisation et les équipements électriques, entourés d'une clôture grillagée censée empêcher les gens d'y entrer. Mais le personnel de l'hôpital l'utilisait depuis des années comme zone de pause non officielle, un endroit où échapper aux lumières fluorescentes et à l'air recyclé, pour voir le ciel et se rappeler qu'il y avait un monde au-delà de ces murs. Rosa s'y était rendue à plusieurs reprises lors de gardes particulièrement stressantes, s'asseyant sur un seau renversé, laissant le vent du Texas lui éclaircir les idées. Elle arriva avec 5 minutes d'avance, poussa la lourde porte métallique qui menait au toit et trouva l'amiral James Hartwell déjà sur place. Il se tenait près du bord, regardant lui au clair, les mains jointes derrière le dos, dans une posture si ancrée qu'elle était probablement inconsciente. Il avait changé depuis la première nuit où Rosa l'avait rencontré. Son attitude militaire rigide était toujours là, mais elle s'était quelque peu adoucie, rendue plus humaine par tout ce qu'il avait enduré. Il portait des vêtements civils, un jean et une simple chemise boutonnée. Rosa se rendit compte qu'elle ne l'avait jamais vu autrement qu'en uniforme ou dans les vêtements froissés d'un homme qui dormait dans un fauteuil d'hôpital depuis des mois. « Mademoiselle Delgado », dit-il en se retournant lorsqu'il entendit ses pas. « Merci d'être venue. »« Bien sûr », répondit Rosa, soudain consciente de son apparence informelle dans sa blouse, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval pratique, ses chaussures éraflées par 12 heures de travail. Elle eut l'impression qu'elle devait se mettre au garde à vous ou saluer ou quelque chose comme ça. Mais l'amiral lui indiqua un banc que quelqu'un avait traîné là il y a des années, dont la peinture s'écaillait, mais qui était encore solide. Ils s'assirent ensemble et, pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Les bruits de la ville leur parvenaient. La circulation sur l'autoroute, une sirène lointaine, le vent qui soufflait dans les chênes verts qui entouraient l'hôpital. C'était paisible, d'une manière que l'intérieur d'un hôpital ne pouvait jamais être, et Rosa comprit pourquoi l'amiral avait choisi cet endroit pour la conversation qu'il avait besoin d'avoir. « J'ai passé 30 ans dans la marine, » dit enfin l'amiral, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « J'ai commandé des navires, dirigé des opérations, pris des décisions qui ont affecté des centaines de vies. J'ai été décoré pour mon service et mon leadership. Et pourtant, il y a 3 semaines, j'étais complètement impuissant. J'ai regardé ma fille mourir. Et malgré toutes les ressources à ma disposition, malgré toutes les faveurs que j'avais accumulées au cours de 3 décennies, je n'ai pas pu la sauver. » Il se tourna pour regarder Rosa directement, et elle vit dans son expression quelque chose qui lui coupa le souffle, de l'humilité.
Une humilité brute et sans réserve de la part d'un homme qui avait bâti sa carrière sur la force et la certitude. Vous êtes une infirmière de nuit de 28 ans, a-t-il poursuivi. Vous occupez un poste qui ne vous rémunère probablement pas à votre juste valeur, vous croulez sous les dettes étudiantes, vous êtes ignoré par presque tous ceux qui fréquentent cet hôpital. Et vous avez sauvé la vie de ma fille, non pas parce que vous disposiez de plus de ressources, d'autorité ou d'expérience que les spécialistes que j'ai fait venir de l'autre bout du pays. Vous l'avez sauvée parce que vous avez été attentive, parce que vous avez refusé d'accepter la situation comme normale alors que votre patiente souffrait clairement, parce que vous avez été prête à vous fier à votre instinct, même si cela impliquait de remettre en question des personnes bien plus qualifiées que vous. Rosa sentit sa gorge se serrer. Elle voulait dire quelque chose d'humble, quelque chose pour détourner la conversation, mais l'amiral leva doucement la main. « J'ai failli à Lucy, dit-il, la voix légèrement brisée en prononçant le nom de sa fille. J'ai failli à elle en faisant confiance à la mauvaise personne, en me concentrant tellement sur le mystère médical que je n'ai jamais pris en compte l'élément humain. En accordant ma confiance à Marcus sans poser de questions, sans jamais prendre le temps d'examiner de près la personne que j'avais invitée dans nos vies, vous avez réussi là où j'ai échoué et où 50 médecins ont échoué, parce que vous avez fait la chose la plus difficile au monde. Tu as regardé. » Il tendit la main à côté de lui et prit un dossier en cuir que Rosa n'avait pas remarqué auparavant. Il était professionnel, d'apparence coûteuse, le genre de portefeuille utilisé pour les documents importants. L'amiral le tint sur ses genoux pendant un moment, comme s'il rassemblait ses pensées, puis le tendit à Rosa. « Je t'ai demandé de venir ici parce que j'ai quelque chose pour toi, dit-il, et j'ai besoin que tu écoutes ce que je vais te dire avant d'essayer de le refuser. » Rosa prit le dossier avec des mains tremblantes. Le cuir était lisse et frais sous ses doigts. Elle regarda l'amiral qui hocha une fois la tête, lui donnant la permission de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels avec l'entête du Texas Advanced Critical Care Institute, l'un des programmes de soins infirmiers les plus prestigieux du pays. Rosa avait fait des recherches obsessionnelles à ce sujet il y a 2 ans, avait même commencé à remplir une demande avant de voir le coût et de se rendre compte que c'était impossible. 40 000 $ pour un programme de 18 mois, aucune aide financière disponible, des plans de paiement qui exigeaient tout de même plus d'argent qu'elle ne gagnerait en 1 an de garde de nuit. Elle fixa le document du dessus, ses yeux peinant à donner un sens à ce qu'elle lisait. C'était une lettre d'acceptation qui lui était adressée, datée de 3 jours auparavant. Elle passa à la page suivante. Une bourse complète, les frais de scolarité, les frais divers, les livres et même une allocation pour les frais de subsistance. Tout était entièrement pris en charge. Ses mains se mirent à trembler si fort qu'elle faillit laisser tomber le dossier. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Le directeur du programme est un collègue, » dit calmement l'amiral. « Nous avons servi ensemble il y a des années. Quand je lui ai raconté ce que tu avais fait pour Lucy, quand je lui ai expliqué ta situation, il a réexaminé ta candidature initiale. Tu étais qualifiée il y a 2 ans, Rosa. Tu étais plus que qualifiée. Tu n'avais simplement pas les moyens. » Rosa fixa les documents, relisant les mêmes lignes encore et encore, essayant de faire accepter à son cerveau ce que ses yeux voyaient. Bourse complète, toutes les dépenses couvertes. Date de début dans 6 semaines. Transfert approuvé par Clearwater Memorial, déjà traité. Tout était arrangé, tout était réglé, tout ce qui était impossible était soudain devenu possible. « Je ne peux pas accepter cela, » dit-elle, même si chaque cellule de son corps criait qu'elle le voulait, qu'elle en avait besoin, que c'était le rêve qu'elle caressait depuis des années. « C'est trop généreux. J'ai juste fait mon travail. Vous avez sauvé la vie de ma fille, » l'interrompit l'amiral, et sa voix portait le poids d'une conviction absolue. « Ma fille qui est tout pour moi, qui est mon héritage et ma joie, est la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ce monde. Vous me l'avez rendue alors que je pensais l'avoir perdue pour toujours. Aucune somme d'argent, aucun geste, aucun cadeau ne pourra jamais égaler ce que vous avez fait pour ma famille. » Rosa sentit des larmes couler sur son visage, chaudes et incontrôlables. Elle essaya de les essuyer, mais elles continuaient de couler. « Laissez-moi investir dans le vôtre, » dit l'amiral en se penchant légèrement en avant. « Vous avez investi tout ce que vous aviez pour sauver Lucy.
Votre temps, votre instinct, votre courage, la sécurité de votre carrière. Vous avez pris le risque de vous tromper, d'être licencié, d'être qualifié de fautrice de troubles ou d'infirmière paranoïaque incapable d'accepter l'expertise médicale. Vous vous êtes mis en danger pour quelqu'un que vous connaissiez à peine parce que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, laissez-moi faire ce qu'il faut pour vous. Mais le coût, réussit à dire Rosa, 40 000 $ plus les frais de subsistance, c'est une somme que je peux me permettre de dépenser, dit fermement l'amiral. Et surtout, c'est de l'argent qui sera investi dans quelqu'un qui utilisera cette formation pour sauver d'autres vies. Vous avez vu ce que 50 médecins n'ont pas vu parce que vous avez préféré vous fier à vos observations plutôt qu'à ce qu'on vous disait. Ce n'est pas seulement du bon travail infirmier, Rosa. C'est un travail infirmier exceptionnel. C'est le genre de jugement clinique qui ne s'apprend pas dans les manuels, mais qui peut être affiné et développé et qui peut bénéficier des outils et des connaissances nécessaires pour atteindre son plein potentiel. Il fait une pause, le regard intense et inébranlable. Vous êtes le genre d'infirmière qui sauve des vies, dit-il. Non pas parce que vous avez le diplôme le plus élevé ou le plus d'années d'expérience, mais parce que vous vous souciez suffisamment pour voir au-delà de l'évidence. Ne laissez pas l'argent vous empêcher de devenir tout ce que vous êtes capable d'être. Ne laissez pas les dettes d'études, les gardes de nuit et les obstacles financiers vous empêcher de développer des talents qui pourraient sauver des dizaines, voire des centaines d'autres patients dans des situations similaires à celle de Lucy. Rosa était incapable de parler. Elle pouvait à peine respirer. Elle serrait le dossier contre sa poitrine comme s'il risquait de disparaître si elle le lâchait. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre tout ce que cela signifiait. L'Institut de soins intensifs avancés, le programme dont elle avait rêvé, la formation qui lui ouvrirait des portes qu'elle n'aurait jamais pensé franchir, l'opportunité de travailler dans des unités de soins intensifs, de s'occuper des patients les plus complexes, d'être le genre d'infirmière qui fait vraiment la différence dans des situations de vie ou de mort. J'ai déjà parlé à votre superviseur infirmier, poursuivit l'amiral, d'un ton plus doux. Elle a accepté de vous garder votre poste ici si vous souhaitez revenir après le programme. Mais honnêtement, Rosa, après avoir suivi cette formation, vous recevrez des offres d'hôpitaux de tout le pays. Vous pourrez choisir votre destination, travailler où vous voulez, vous spécialiser dans le domaine qui vous intéresse. Le programme affiche un taux de placement de 98% et ses diplômés sont parmi les infirmières en soins intensifs les plus recherchés de la profession. Il tendit la main et posa sa main sur la sienne. Un geste si paternel qu'il fit mal au cœur à Rose. « Je suis un père qui a failli perdre sa fille, dit-il doucement. Je sais maintenant ce que l'on ressent dans une telle situation. Je connais la terreur, l'impuissance, l'espoir désespéré que quelqu'un, quelque part, verra ce que tout le monde manque de voir. Vous avez été cette personne pour Lucy, pour moi. Laissez-moi vous aider à devenir cette personne pour d'autres familles, d'autres patients, d'autres personnes qui ont besoin d'une infirmière dotée de vos talents et de votre courage. » Rosa baissa les yeux vers le dossier, puis leva les yeux vers le visage buriné de l'amiral, et elle y vit quelque chose qui la fit prendre sa décision. Elle vit un homme qui avait été brisé et reconstruit différemment. Un homme qui avait appris l'humilité en perdant presque ce qui comptait le plus. Un homme qui avait compris que le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un n'est ni la gratitude ni l'argent, mais une opportunité. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord, je le ferai. Merci, merci beaucoup. » L'amiral sourit et son visage s'illumina. « Non, dit-il. Merci d'avoir soigné ma fille, d'avoir refusé d'abandonner alors que tout le monde avait accepté l'impossible. Pour être le genre de personne qui fait ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand c'est risqué, même quand personne ne vous aurait reproché de rester tranquille et en sécurité. » Ils restèrent assis ensemble sur ce toit pendant encore 20 minutes à discuter du programme, de la logistique, de ce que Rosa devrait faire pour se préparer. L'amiral avait pensé à tout. Il avait trouvé un logement temporaire près de l'Institut. Il avait ouvert un compte bancaire à son nom avec des fonds pour ses dépenses. Il avait même contacté le directeur du programme pour s'assurer que Rosa aurait accès à un mentorat et à un soutien supplémentaire si elle en avait besoin. C'était à la fois bouleversant, magnifique, terrifiant et parfait. Rosa attendait de se réveiller pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve élaboré, conjuré par l'épuisement et les vœux pieux, mais le dossier restait bien réel entre ses mains.
Les documents étaient bien réels, et l'amiral était toujours à ses côtés, lui traçant un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour partir, pour retourner à l'hôpital en contrebas, où Lucy se demandait probablement où son père avait disparu, l'amiral retint Rosa en posant une main sur son épaule. Il ajouta, « Encore une chose, cela ne s'arrête pas à la bourse. Quand tu auras terminé le programme, quand tu travailleras comme infirmière en soins intensifs quelque part, je veux que tu te souviennes d'une chose. Tu rencontreras d'autres infirmières comme tu l'étais il y a un mois. Des infirmières brillantes, compétentes, méconnues, qui n'ont pas les moyens de suivre une formation avancée, qui ont les talents, mais pas les ressources. Quand tu les rencontreras, je veux que tu leur parles de cela, de la façon dont un acte de courage et de compassion t'a ouvert des portes que tu n'aurais jamais pensé pouvoir franchir. Et si jamais vous voulez aider l'une d'entre elles comme je vous ai aidé, appelez-moi. Nous ferons en sorte que cela se réalise. » Rosa ne pouvait que hocher la tête, trop bouleversée pour parler. L'amiral venait de lui offrir bien plus qu'une bourse. Il lui avait confié une mission, un héritage, un moyen de transmettre ce qui lui avait été donné afin de créer un effet boule de neige qui s'étendrait bien au-delà de ce toit, de cet hôpital, de ce moment. Alors qu'il retournait vers la porte, vers les couloirs éclairés par des néons, les moniteurs qui bipaient et la réalité quotidienne de la vie à l'hôpital, Rosa sentit quelque chose changer en elle. Elle était arrivée sur ce toit en tant qu'infirmière de nuit, avec des dettes d'études et des rêves impossibles. Elle le quittait en tant que personne ayant un avenir, des opportunités, la chance de devenir tout ce qu'elle avait toujours espéré être. Et tout avait commencé parce qu'elle avait refusé de détourner le regard, parce qu'elle avait fait confiance à son instinct plutôt qu'aux experts, parce qu'elle se souciait suffisamment d'un patient mourant pour tout remettre en question, pour tout risquer, pour rechercher la vérité, même si cela la conduisait dans des escaliers sombres et des confrontations dangereuses. Si vous croyez en ceux qui se lèvent et font ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, commentez « Je défends la justice ». Inondons cette section de commentaires pour soutenir des héros comme Rosa. 2 mois après cette conversation sur le toit, Lucy Hartwell rentrait enfin chez elle. Le jour de sa sortie arriva par une belle matinée de septembre, le genre de journée texane où la chaleur commençait à se dissiper et où le ciel s'étendait à l'infini au-dessus d'une eau limpide. Rosa avait spécialement changé d'horaire pour être là et voir Lucy sortir de l'hôpital qui avait été sa prison pendant tant de mois. Lucy se tenait dans sa chambre, vêtue de vrais vêtements pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité. Un jean qui lui allait parfaitement maintenant qu'elle avait retrouvé la santé, un pull bleu clair, des baskets à la place des chaussettes d'hôpital. Ses cheveux, qui étaient fins et sans vie pendant la pire période de son empoisonnement, avaient commencé à repousser, plus volumineux et plus brillants. Elle ressemblait à la jeune femme sur les photos posées sur la cheminée de la famille Hartwell, pleine de vie, rayonnante, avec un avenir prometteur. La procédure de sortie prit plus de temps que prévu. Les infirmières ne cessaient de passer pour dire au revoir, embrasser Lucy et lui dire à quel point elles étaient heureuses de la voir partir sur ses 2 jambes, plutôt que de la manière dont elles avaient toutes secrètement craint qu'elle ne parte. Le chef d'équipe de jour apporta des fleurs. Le kinésithérapeute qui avait travaillé avec Lucy pendant sa convalescence apporta une carte signée par tout le service de kinésithérapie. Même l'aumônier de l'hôpital, qui avait accompagné l'amiral pendant certaines de ses nuits les plus sombres, s'est arrêté pour bénir Lucy et lui souhaiter une bonne santé. Pendant tout ce temps, l'amiral Hartwell est resté tranquillement à l'écart, laissant sa fille profiter de ces moments. Ses liens avec les personnes qui avaient pris soin d'elle quand il ne pouvait pas le faire. Il avait tellement changé au cours des 2 derniers mois. La dureté qui l'avait caractérisé pendant des décennies s'était adoucie pour laisser place à une personnalité plus douce, plus présente. Il souriait davantage. Il écoutait davantage. Il avait même commencé à faire du bénévolat au sein du groupe de soutien aux familles de l'hôpital, discutant avec d'autres parents dont les enfants étaient confrontés à des mystères médicaux, offrant non pas des solutions, mais de la solidarité. Quand le moment fut enfin venu de partir, que tous les papiers avaient été signés et que tous les adieux avaient été faits, Lucy se tourna vers le petit groupe d'infirmières et de membres du personnel qui s'étaient rassemblés dans sa chambre et fit une simple demande.
J'aimerais que Rosa m'accompagne jusqu'à la sortie, dit-elle, si cela ne pose pas de problème. Rosa sentit ses yeux brûler de larmes pour ce qui semblait être la 100e fois depuis le début de toute cette aventure. Elle s'avança et Lucy passa son bras sous celui de Rosa, s'appuyant légèrement sur elle, non pas parce qu'elle avait encore besoin d'un soutien physique, mais parce qu'elle voulait ce contact. Elles marchèrent ensemble dans le couloir, passèrent devant le poste des infirmières où Rosa avait passé tant de nuits à regarder les images de vidéosurveillance et à noter des schémas dans son cahier à spirale, puis devant la cage d'escalier où tout avait culminé lors de cette nuit orageuse. Elles passèrent devant l'ancienne chambre de Lucy, qui accueillait déjà un nouveau patient, une nouvelle famille, une nouvelle série de mystères à résoudre. Le trajet en ascenseur fut calme et convivial. La main de Lucy reposait sur le bras de Rosa, et Rosa pouvait sentir la force de cette étreinte, la vie qui avait failli lui être volée, mais qui s'était battue pour revenir. Dans le hall de l'hôpital, avec son odeur perpétuelle d'antiseptique, ses magazines périmés et ses familles attendant des nouvelles de leurs proches, Lucy s'arrêta. Elle se tourna vers Rosa, lui prit les deux mains. « 50 médecins m'ont examiné, » dit Lucy d'une voix claire et forte. Des spécialistes avec des décennies d'expérience, des diplômes prestigieux, une réputation qui poussait les gens à traverser le pays pour bénéficier de leur expertise. Et aucun d'entre eux n'a vu ce que tu as vu. Aucun d'entre eux n'a remis en question ce qui aurait dû l'être. Tu m'as sauvé la vie, Rosa, pas avec un traitement révolutionnaire ou un diagnostic brillant. Tu m'as sauvé en étant attentive, en te souciant suffisamment de moi pour chercher alors qu'il aurait été tellement plus facile d'accepter ce que tout le monde acceptait. Rosa ouvrit la bouche pour répondre, mais Lucy lui serra doucement les mains. « Je vais faire des études supérieures, » continua Lucy. « Je vais étudier la santé publique et je vais consacrer ma carrière à l'élaboration de protocoles de sécurité des patients, à la mise en place de systèmes qui permettent de détecter les choses qui passent entre les mailles du filet. Et chaque jour, je me souviendrai que je suis en vie pour faire ce travail parce qu'une infirmière a refusé de détourner le regard. Merci Rosa pour tout. » Elles s'étreignirent alors, une longue étreinte qui portait le poids de tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. Lorsqu'elles se séparèrent enfin, elles pleuraient toutes les deux. Mais c'étaient des larmes de joie, des larmes de gratitude, d'espoir et de profond soulagement qu'une histoire qui aurait pu se terminer en tragédie ne l'ait pas fait. L'amiral Hartwell attendait près des portes du hall, leur laissant de l'espace, mais Rosa pouvait voir qu'il les observait. Un petit sourire illuminait son visage buriné, une expression qui traduisait la paix, une paix difficile, celle d'un père qui avait failli tout perdre et qui pouvait désormais regarder sa fille s'éloigner vers la lumière du soleil et un avenir plein d'impossibilités. Rosa accompagna Lucy jusqu'à l'entrée où l'amiral prit le relais, son bras autour des épaules de sa fille alors qu'il se dirigeait vers le parking. Lucy se retourna une fois pour faire un signe de la main, et Rosa lui répondit, restant dans le hall longtemps après leur disparition, consciente de l'énormité de ce qui s'était passé dans ce bâtiment au cours des derniers mois. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. L'amiral James Hartwell n'avait jamais été un homme à faire les choses à moitié, et le fait d'avoir sauvé sa fille avait déclenché en lui quelque chose qui ne se contenterait pas d'une seule bourse d'études. Une seule infirmière avait aidé. 3 semaines après la sortie de Lucy, il contacta l'administration du Clearwater Memorial avec une proposition. Il voulait financer un programme de formation complet au nom de Rose, l'initiative Rosa Delgado pour la sécurité des patients. Elle serait spécifiquement axée sur les infirmières de nuit, celles qui travaillaient lorsque les superviseurs étaient rentrés chez eux, lorsque l'hôpital fonctionnait avec un effectif réduit, lorsque les petites observations et les soupçons discrets étaient les plus faciles à écarter ou à ignorer. Le programme formerait les infirmières à reconnaître les signes subtils d'interférence avec les patients, à se fier à leur instinct clinique, à documenter les schémas qui ne correspondaient pas aux présentations standards et à naviguer dans la dynamique complexe consistant à interroger des prestataires plus expérimentés ou des membres de la famille de confiance. L'administration de l'hôpital a immédiatement donné son accord. Le don de l'amiral était suffisamment important pour financer non seulement le programme initial, mais aussi son expansion et sa pérennité pour les années à venir. Ils ont fait appel à des experts en sécurité des patients, en toxicologie et en psychologie des dommages médicaux. Ils ont élaboré des études de cas, dont l'histoire de Lucy avec l'autorisation de la famille,
ainsi que des outils pédagogiques qui aideraient les infirmières à reconnaître les signes avant-coureurs que Rosa avait remarqués. La première cohorte d'infirmières a suivi la formation 4 mois après la sortie de Lucy. 2 infirmières de nuit du Clearwater Memorial ont passé 4 semaines intensives à apprendre à affiner leurs capacités d'observation, à remettre en question leurs hypothèses et à défendre les intérêts des patients, même lorsque cela les mettait mal à l'aise. Rosa, qui était alors plongée dans son programme de soins intensifs, est revenue leur parler. Elle s'est tenue devant ses collègues, dont beaucoup travaillaient à ses côtés depuis des années, et leur a parlé de l'odeur âcre, du clic du capteur de la porte, des signes vitaux. Elle leur a dit qu'elle avait eu très peur de se tromper, de risquer sa réputation et son emploi, et qu'elle avait suivi son instinct en descendant dans cette cage d'escalier sombre. « Ce n'est pas la technologie qui a sauvé Lucy », leur a dit Rosa. Les moniteurs, les tests et les appareils d'imagerie indiquaient tous qu'elle allait bien. Ce qui l'a sauvée, c'est l'attention. L'attention humaine, la volonté de faire confiance à ce que j'observais, même si cela contredisait tout ce que les données m'indiquaient. C'est le but de ce programme. Vous apprendre à être la personne qui regarde quand tout le monde a cessé de regarder. Le programme a fonctionné. En 6 mois, les infirmières qui avaient suivi la formation de Rosa Delgado ont identifié 3 cas de membres de la famille ayant altéré les soins prodigués aux patients. Aucun n'était aussi grave que le cas de Lucy, mais tous étaient potentiellement dangereux. Toutes ces situations seraient passées inaperçues sans les infirmières formées à repérer les signes subtils. La nouvelle s'est répandue. D'autres hôpitaux ont voulu adopter le programme. Fidèle à sa nature, l'amiral n'a pas gardé le programme pour lui ni l'a rendu exclusif. Il a financé son expansion. À la fin de la première année, l'initiative Rosa Delgado pour la sécurité des patients était mise en œuvre dans des hôpitaux de 3 États, le Texas, l'Oklahoma et la Louisiane. Des centaines d'infirmières de nuit ont appris à se fier à leur instinct, à consigner leurs observations et à défendre les patients qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Le programme a sauvé des vies. Pas de manière spectaculaire, sans faire la une des journaux ni susciter de fanfare, mais discrètement, de manière constante, comme Rosa avait sauvé Lucy. Une observation à la fois, un schéma remarqué, une infirmière refusant d'accepter la normalité alors que son patient souffrait clairement. Des revues médicales ont publié des articles sur l'initiative. Rosa et l'amiral ont été invités à prendre la parole lors de conférences sur la sécurité des patients. Le programme est devenu un modèle pour la manière dont les hôpitaux pouvaient responsabiliser leur personnel infirmier, en particulier ceux qui travaillaient en dehors des heures de bureau lorsque la surveillance était minimale. Il a dépassé le simple cadre de la détection des interférences avec les patients pour englober toutes sortes d'observations cliniques subtiles qui pouvaient prévenir les dommages, détecter les erreurs et identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Le geste discret de vigilance de Rose, cette décision de suivre son instinct dans une cage d'escalier sombre pendant un orage, était devenu un bouclier pour d'innombrables autres patients qu'elle ne rencontrerait jamais. Des hôpitaux dans lesquels elle ne travaillerait jamais étaient plus sûrs parce qu'elle avait refusé de détourner le regard de Lucy Hartwell. Tout a commencé par une odeur âcre, un clic suspect et une infirmière qui a refusé de détourner le regard. Cela s'est terminé par des vies sauvées, des protocoles modifiés et la preuve que parfois, l'outil médical le plus important n'est pas la technologie, mais l'attention. Maintenant, laissez-moi vous dire où ils en sont aujourd'hui. Parce que chaque histoire sur la justice mérite de connaître sa fin, qui va au-delà d'un simple moment, d'un sauvetage d'une vie sauvée. Rosa Delgado a obtenu son diplôme avec les meilleures notes de son programme de soins intensifs 18 mois après la sortie de Lucy. Elle a reçu plusieurs offres d'emploi avant même d'avoir terminé son dernier stage clinique. Elle a choisi un poste dans un centre de traumatologie de niveau 1 à Houston, où elle travaille dans l'unité de soins intensifs et s'occupe des patients les plus complexes. Des cas qui nécessitent non seulement des compétences techniques, mais aussi une intuition clinique qui ne s'apprend pas. Elle a 29 ans aujourd'hui, elle s'est récemment fiancée, garde toujours son cahier à spirale dans la poche de sa blouse et continue de se fier à ses observations plutôt qu'aux imprimés. Elle encadre les nouvelles infirmières, leur enseignant ce que l'amiral lui a appris. Que le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un, ce ne sont pas des réponses, mais des opportunités.
Lucy Hartwell a rempli ses dossiers d'inscription à l'université depuis sa chambre d'enfant. Elle a retrouvé toute sa force, son poids est normal, son avenir s'annonce radieux. Elle a été acceptée au programme de santé publique de Stanford, celui-là même qu'elle avait prévu de suivre avant que l'empoisonnement de Marcus ne vienne tout bouleverser. Elle commence cet automne et se concentre sur les systèmes de sécurité des patients, en particulier sur la manière de créer des protocoles permettant de détecter les dommages subtils que la surveillance médicale traditionnelle ne permet pas de repérer. Elle rédige sa thèse sur les abus médicaux commis par la famille en s'appuyant sur son propre cas. Elle souhaite changer la manière dont les hôpitaux détectent et réagissent aux interférences des patients, la manière dont ils forment leur personnel à reconnaître les signes avant-coureurs, la manière dont ils protègent les patients vulnérables des personnes qui sont censées les aimer le plus. Marcus Brennan a plaidé coupable de tentative de meurtre et de voies de fait graves. Il a été condamné à 8 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Lors de son audience de détermination de la peine, il a présenté ses excuses à Lucy et à l'amiral, la voix brisée, en essayant d'expliquer le désespoir et la peur qui l'avaient poussé à empoisonner une personne qui lui était chère. Le juge est resté de marbre. « Vous avez une formation médicale », a-t-il déclaré. « Vous saviez exactement ce que vous faisiez et vous l'avez fait quand même. Nuit après nuit, vous l'avez regardé souffrir, vous avez regardé l'angoisse de son père et vous n'avez jamais arrêté. 8 ans, c'est une clémence que vous n'avez pas accordée à votre victime. » Marcus est actuellement incarcéré dans un établissement à sécurité moyenne près d'Austin. L'amiral ne lui a pas rendu visite. Lucy ne lui a pas rendu visite. Ils ont tous deux tourné la page, choisissant d'investir leur énergie dans la guérison et la recherche d'un but, plutôt que dans la colère et le regret. L'amiral James Hartwell a pris sa retraite 6 mois après la sortie de Lucy. Il avait passé 30 ans dans la marine, mais le fait d'avoir failli perdre sa fille avait bouleversé ses priorités de manière irréversible. Il a déménagé dans une maison plus petite à Clearwater, suffisamment proche de l'hôpital pour continuer son travail bénévole auprès du groupe de soutien aux familles et suffisamment proche pour rendre visite à Lucy lorsqu'elle rentre de Californie pendant les vacances. Il est désormais plus doux, moins prompt à juger, plus enclin à écouter. Il a financé l'initiative Rosa Delgado avec ses économies de retraite et affirme que c'est le meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Il reste en contact avec Rosa, l'appelant tous les quelques mois pour prendre de ses nouvelles, s'informer de ses affaires et lui rappeler qu'elle a changé sa vie autant qu'elle a changé celle de Lucy. Cette histoire nous rappelle que le mal ne se présente pas toujours sous la forme d'un monstre. Parfois, il prend l'apparence d'une personne qui se soucie trop, mais de la mauvaise manière. Marcus Brennan aimait l'amiral. Il était reconnaissant de la seconde chance qui lui avait été donnée. Mais son besoin d'être utile, sa terreur de perdre sa place dans la famille, ont transformé cet amour en quelque chose de toxique, de mortel. Il n'avait pas l'intention de tuer Lucy. Il ne pouvait simplement pas la laisser partir. Et en essayant de la garder près de lui, il a failli la détruire complètement. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur « J'aime ». Si vous connaissez une infirmière qui se surpasse, quelqu'un qui prête attention quand les autres détournent le regard, quelqu'un qui défend ses patients même lorsque c'est inconfortable ou risqué, partagez cette vidéo avec elle. Faites-lui savoir qu'elle est appréciée, que sa vigilance est importante, que son refus d'accepter la normalité quand quelque chose ne va pas peut faire la différence entre la vie et la mort pour la fille, la mère ou l'enfant de quelqu'un. Et si vous croyez en la justice, la vraie justice, celle qui ne vient pas de la vengeance, mais de la volonté de s'assurer que le même préjudice ne se reproduise pas pour quelqu'un d'autre, abonnez-vous à cette chaîne, car nous racontons des histoires sur des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires quand cela compte le plus. Nous racontons des histoires sur des infirmières de nuit endettées et munies de cahiers à spirale qui sauvent des vies. Nous racontons des histoires sur des pères qui apprennent l'humilité en perdant presque ce qui compte le plus. Nous racontons des histoires sur des patients qui survivent parce que quelqu'un s'est soucié suffisamment d'eux pour les surveiller. Merci d'avoir regardé l'histoire de Lucy et Rose. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, d'avoir prêté attention à un récit sur le pouvoir de l'attention. Et n'oubliez pas, lorsque vous retournerez à votre vie, à votre travail, à vos relations, soyez attentifs. Les moindres détails peuvent sauver une vie.
L'odeur amère qui n'a pas sa place, le motif qui n'a pas de sens, l'instinct qui vous dit que quelque chose ne va pas, même si toutes les données l'indiquent que tout va bien. Faites confiance à ces observations, documentez-les, poursuivez-les. Vous êtes peut-être la seule personne à les remarquer. Vous êtes peut-être la seule personne à vous soucier suffisamment de la situation pour y prêter attention, et cela pourrait faire toute la différence.